tu es un homme, tu dois de ton côté faire en sorte que ta situation change par rapport à toi. Ne pas te baser sur l'État, ne pas te baser sur les autres. Tu dois faire en sorte que ta situation à toi évolue. Par rapport justement à ton entourage proche, tes amis, comment est-ce que eux ils ont réagi? Est-ce que toi aujourd'hui t'as encore des potes ou pas? Moi, j'avais l'image d'un connard et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Quand on a entre 18 et 25 ans, Moi quand j'avais commencé à faire vraiment mes premiers sous sur internet, c'était quand j'avais 11 ans. je ne fais pas le nouvel an pour une raison, c'est que j'ai pas atteint mon objectif final. En gros, je me dis à quoi bon, mec, j'ai pas atteint mon objectif des 100K par mois, donc pour moi, je suis pas content, tu vois. Je pense que les Français ont une mentalité de faible. Je vais te dire pourquoi. Ça va Mathis, tu vas bien? Ça va et toi? Super, super. Dis-moi comment est-ce que toi t'es pour ce début d'année? Bah écoute, franchement au top. On a tout bien préparé au niveau des mois précédents pour Ok. faire un bon début d'année. Et toi? Mec, super, super. Là, j'ai le business plan. Je me suis fixé des objectifs genre vraiment atteignables, des KPI, des inputs. Parce que, ouais, moi, je pars du principe, et justement, on avait pu en discuter avec Hugo aussi. C'est vraiment se fixer des inputs au lieu de plus des objectifs financiers. Toi, tu penses quoi de ça? Moi je pense qu'il faut les deux. Ok, Je pense qu'il faut les deux, il faut que tu saches où est-ce que tu veux aller à la fin. Mais par contre, il faut pas réfléchir en pensant qu'à ça. Il faut penser à comment arriver à ce but-là. Donc réfléchir en input, oui. ok. Et toi, tu traques, disons, ça ou pas? Que je traque mes inputs? Ouais. Ouais, tout le temps. Ok, Tout le temps. On a une mind map qui est faite pour ça dans le business, d'ailleurs avec Hugo, du coup. Ok. Ouais, on traque tout. On Ok. traque tout. Et toi? Mec, je traque rien, genre à part pour mes clients, la data derrière les statistiques des vidéos, derrière justement tous les scripts, toutes les vidéos, je traque que ça, mais sinon je traque rien du tout. Enfin, moi, mon business, c'est le business de mes clients, tu vois. Genre, je suis indirectement impliqué dans le business de mes clients. Du coup, moi, mon business, je m'en fiche un peu, tu vois. Parce Ok, que ouais. l'acquisition, elle vient principalement de mon réseau. Enfin, de ce que j'ai remarqué, moi, ça fonctionne très, très, très bien comme ça, que de mon réseau. Ok, ouais, donc tu traques pas ton business, mais bien sûr avec tes clients, il y a le tracking. Ok, C'est ça, c'est ça. intéressant, franchement. Ok. Ok. Et toi, de ton côté, du coup, t'as préparé comment le mois de janvier? Parce que du coup, c'est la nouvelle année, tu Ouais. vois. Il faut Alors, préparer. le mois de janvier, principalement, en fait, c'est la même chose. Enfin, il y a pas de. Parce que c'est la nouvelle année, du coup, il n'y a pas quelque chose de spécial qui va changer. Je fais la même chose, la même continuité, tout en progressant sur le reste de l'année. Parce que moi, je me dis, moi, je pars aussi beaucoup de ce principe. Je sais pas toi ce que tu en penses. Si toi, comment dire, ta motivation, ta détermination, ta volonté, elle dépend d'une période spécifique, à la fin de cette période, tu seras finito. Tu vois, c'est comme par exemple le Winter Arc. Tu te prends des résolutions, etc. Oui, c'est bien. Mais si tu es obligé d'attendre ce moment-là pour commencer, tes résolutions, tes bonnes habitudes, elles vont aussi se finir avec la fin de cette période. Là-dessus, je suis d'accord. Je suis d'accord, faut pas attendre une période précise Mm. pour se lancer, pour mettre un objectif précis. Par contre, moi, je me base beaucoup sur le marché. Et moi, personnellement, la nouvelle année, c'est le moment où il y a le plus d'argent à se faire. Enfin, l'un des moments, justement, nouvelle résolution, enfin, tu connais, où il y aura des potentiels clients en plus. Donc, ce que je fais, c'est quand même que je prépare ce moment de l'année-là pour justement faire plus d'argent. Dis-toi, on prépare le Q1, du coup, premier trimestre de l'année, depuis novembre. Ok, Depuis novembre. ok, ok. T'as peut-être pu le voir sur mon YouTube, t'as Mhm. peut-être pu le voir partout. Mhm. Donc voilà. C'est pour ça que même si j'estime que je suis d'accord avec toi, faut pas se dire nouvelle année, nouvelle résolution. Les résolutions, c'est toute l'année, déjà. C'est toute l'année. Mais j'estime que c'est important quand même. Ok, de ok. préparer. C'est vraiment super intéressant. Et justement, toi, quand tu prépares, enfin, tu as toujours ces 3-4 mois d'avance ou pas? C'est quoi, t'as dit? Je pas entendu. Enfin, tu as toujours ces 3-4 mois d'avance ou pas? Ou c'est vraiment spécifique à la période? En fait, j'ai une vision sur 6 mois. Ok. Voilà. J'ai une vision sur 6 mois. Donc en termes de préparation, j'ai toujours 3-4 mois d'avance. Par contre, ma vision est étalée sur 6 mois. Ok. Bien sûr, j'ai un objectif dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais je me base pas sur cet objectif-là pour l'instant. Parce que souvent, ça peut changer. J'arrive pas à me fixer des objectifs sur 3-4 ans, par exemple. Parce que je sais que ma vision va changer. Ok, mais tu sais qu'en plus, tu as parlé de quelque chose de vraiment super pertinent. Et ça aussi, tu vois, avec mes clients, certaines fois, je le vois, excuse-moi, ça va être le fait, les périodes, tu vois. Par exemple, en période de Noël, il y aura forcément moins d'achats. Mais est-ce que justement, tu as pu voir des patterns de ton côté, peut-être différents de ce que peut faire l'idée globale dans le marché? C'est-à-dire que, ok, à cette période-là, il y aura plus de ventes, tandis que les autres, ils pensent que justement, n'y aura pas. Ouais, j'ai pu voir quelques changements. Moi, j'ai pas eu plus forcément de ventes en décembre. On est un tout petit peu plus bas par rapport au mois de novembre. Par contre, j'ai eu plus de ventes en été.
Ok. Bizarrement, si on m'a dit ça serait plus bas, non, pour le coup, j'ai eu plus de ventes. J'ai fait mes meilleurs mois en été en termes de rentrée client, Ok. pas en termes de CA. J'ai fait rentrer plus de clients en été. Du coup, si j'avais eu les process que je mets maintenant en place, j'aurais fait plus de CA automatiquement. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu plus de gens qui achetaient en été parce que généralement, ceux qui prenaient des calls étaient vraiment à fond. En été, c'est souvent ceux qui sont pas très sérieux, bah, ils font autre chose. Ils vont en vacances, ils vont profiter. Que les calls que j'ai pris ont beaucoup plus converti en été, par exemple. Que les Ok. gens étaient beaucoup plus impliqués. Ok. Et du Mm. coup, en vrai, ça aussi, c'est du bon sens, tu vois. Mais les gens, potentiellement, en début d'année, vont dire nouvelle résolution, j'investis en moi cette année, je vais investir, tu vois, je vais me développer mon business. Du coup, tu penses que ça aussi, ça va jouer justement sur le fait que les gens, ils vont rentrer en masse? Ouais, je Ok. pense aussi. Euh, Peut-être pas autant qu'on le pense parce que ils ont envie, mais est-ce qu'ils vont le faire? Mhm. Encore une fois, tu vois, souvent je vois beaucoup de gens dire ouais, cette année c'est mon année. Et ils disent ça depuis 3 ans. Depuis 3 ans, tu fais ça. Depuis 3 ans, ça marche pas. Depuis 3 ans, tu fais rien. Donc ça va influencer, je pense, pour les gens sérieux. Mais il y aura toujours une partie de ceux qui vont prendre des calls et au final ne pas avoir les coronets, pour être poli, de se lancer. Ok. Mm. Et justement, tu avais parlé du fait que ouais, pendant les vacances d'été, surtout juillet, août, il y a forcément moins de ventes. Et moi aussi, tu vois, je l'avais entendu. Et toi, qu'est-ce qui a fait que il y a beaucoup de clients qui sont rentrés? Enfin, du coup, j'ai deux questions. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a beaucoup de clients qui sont rentrés? Et ensuite, qu'est-ce qui a fait que, justement, quel process t'avais pas qui t'ont pas permis de faire ton meilleur mois malgré que c'était le mois avec le plus d'entrées clients? Alors déjà, on va commencer par ce que je n'avais pas. Pour moi, c'est le plus intéressant pour comprendre après ce qu'il y a eu pour faire Mhm. plus de share. C'est le personal brand. Ok. J'avais un personal brand beaucoup moins bien qu'avant. Je suis pas encore en max, je sais. Mais sur YouTube, par exemple, maintenant, j'ai du contenu long. On voit beaucoup plus ma vie. Automatiquement, ça influence à l'achat. Parce que moi, ce que je vends, c'est moi au final. Les gens achètent pour moi, j'ai remarqué. Ensuite, pourquoi j'ai remarqué pourquoi j'ai remarqué que ça a beaucoup plus converti? Les gens qui venaient, c'était des gens qui étaient beaucoup plus impliqués. Parce que malgré l'été, malgré la chaleur, malgré les vacances, ils étaient là. Et automatiquement, du coup, ça convertissait plus. Enfin, en tout cas, le pourcentage de conversion de mes nombres d'appels a augmenté. A augmenté. Donc ça fait que vu qu'il y a plus de gens qualifiés, bah, ça convertit plus. Mais j'ai fait moins de CA parce que j'avais un moins bon personal brand, je vendais un petit peu moins cher. Et puis voilà. Ok, ok. Et par rapport au process, du coup, c'était que ça, tu avais un moins bon personal brand et tu vendais moins cher? Ouais, j'ai changé que ça depuis. Ok, J'ai changé que ça. ok, Le personal brand, c'est game changer. En vrai. ok, ok. Et du coup, selon toi, dans le business, aujourd'hui, le 20 qui fait vraiment, disons, 120% des résultats, c'est la personal brand, ça? Ouais, Ok, vraiment, c'est ça. ok, parle-moi un C'est peu ça. de ça. J'estime que dans un marché où justement la guerre de l'attention, tu connais, ils connaissent normalement, euh, il faut capter l'attention des gens. Il faut savoir faire en sorte que les gens te regardent. Et pour moi, pour qu'ils te regardent pour qui tu es. Parce qu'aujourd'hui, l'information qu'on donne, tout le monde la donne. Elle est partout, elle est gratuite, tout le monde la connaît, tout le monde connaît les process pour scaler un business. Par contre, il n'y a pas tout le monde qui sait le faire. Mais tout le monde les connaît. Et ce qui va faire que tu vas closer plus, ce qui va faire que tu vas faire plus d'argent, c'est qui tu es. Et la personal branding, mec, c'est game changer. Par contre, pour avoir un bon personal branding, il faut se différencier. Ce que beaucoup de gens ne savent pas faire. Ok, c'est super intéressant ce que tu dis. Et justement, même moi, tiens, ça, je le bourrine tout le temps Mm. et c'est ce que aussi je compte faire dans le futur. C'est que aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est plus l'information. Il y a 50, 60, 70 ans, lors des guerres où le nerf de la guerre, c'est l'information, tu vois, ou même il y a des millénaires où dès que tu avais une information que l'ennemi n'avait pas, bah, tu pouvais littéralement renverser une guerre qui était Ouais. potentiellement perdue d'avance. Aujourd'hui, l'information, tu l'as potentiellement avec ChatGPT si tu le promptes bien, avec tous les contenus gratuits sur YouTube ou Instagram. Bon, le contenu valeur short form, tu vois, c'est vraiment axé confiance, tu vois, mais vraiment sur YouTube où c'est vraiment full deliverability, enfin c'est full value, tu vois, bah t'as toute l'information. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est la confiance. Tout le monde essaye de, entre guillemets, les personnes en bas essayent de vendre l'information, tandis qu'aujourd'hui, il faut vendre la confiance, tu vois, il faut vendre le fait que c'est moi qui peux t'apporter des résultats et non l'information, je l'ai, l'information, tu l'as, est-ce que potentiellement, moi, je pourrais mieux l'implémenter, l'implémentation aussi, ça, t'en avais parlé il y a quelques temps, tu m'en avais parlé aussi. Ouais, L'implémentation. Toi, tu vends à l'implémentation, c'est ça? je vends à l'implémentation. L'information, bah, aussi techniquement parce que c'est dans l'accompagnement. Mhm. Mais en vrai, c'est de l'implémentation qu'on vend. On va faire un peu de done for you. En fait, on a une partie done for you, done with you. Pour ceux qui ne savent pas, done for you, c'est quand tu fais pour le client. Done with you, c'est quand tu fais avec lui. Et on vend aussi une implémentation.
Et je rebondis sur ce que tu as dit, au niveau de la confiance, c'est vrai que c'est le plus important. Parce qu'au final, on va pas se mentir, on donne tous à peu près, j'ai bien dit, on a tous chacun nos stratégies, chacun nos méthodes. Mais la valeur en tant que telle, c'est la même. On va pas se mentir. Du coup, c'est important de gagner cette confiance, que cette confiance-là va faire en sorte justement que les gens achètent chez toi. Et aujourd'hui, le personal branding, bah, c'est de la confiance. Ouais, c'est ça. Mm. Et justement, tu avais aussi parlé de différenciation, se différencier dans un marché où tout le monde se ressemble, parce que tu peux voir, enfin, en fait, c'est même visible. Enfin, moi, personnellement, je le vois, tu vois, ça me tape à l'œil. Tous les mecs qui essaient de faire des vues copient justement les mecs au marché, principalement dans le marché US, qui font, Mm. qui sont, disons, au sommet de la pyramide, tu vois. Et derrière sa copie, et en soi, ils vendent. Enfin, je vois, il y a des mecs, ils vendent, mais derrière, il n'y a aucune différenciation claire. Enfin, du coup, je sais même pas s'ils vendent ou pas. Parce qu'ils font des vues, ils font des réactions, ils font de l'engagement. Mais derrière, moi, je sais pas si ça vend parce que moi, de mon côté, avec mon œil, je vois que c'est copier-coller. Enfin, il n'y a aucune, comment dire, personnalité, il n'y a aucune âme dans ce que les gens, ils proposent et ils font. Toi, comment est-ce que tu fais pour sortir de cette, de ce cadre? Alors moi, je regarde le marché et je fais tout l'inverse. C'est vraiment la seule chose que j'ai faite. Par exemple, mes vlogs, est-ce que tu vois des gens de ma niche Mhm. faire des vlogs? Très peu, très très peu quand même. Il y en a peut-être C'est un quoi ou ta deux. niche? Est-ce que tu pourrais préciser ta niche? Make money. Ok, Ouais, make make money. money. Make money B2B, B2C, parce que je fais des B2C aussi. J'ai Ok. deux offres. Mais il y a très peu de gens qui font des vlogs au final. Très peu de gens. Mes concurrents les plus grands, on connaît tous Mathis Chloé, Hans, tout ça. Ils font pas de vlog. Ils font pas de vlog. Du coup, j'ai pris quelque chose en fait que eux ne font pas, que moi je pourrais faire pour aussi humaniser un peu mon business, humaniser ma relation client, parce qu'il y aura des vlogs avec les clients par la suite. Et ça donne un aspect de confiance encore une fois. Et c'est vrai. Par Mm. exemple, Mathis Chloé, lui, vraiment, je m'en souviens, il avait fait un vlog où il prenait, tu vois, son premier jet privé. Et ça, je pense, de son côté, c'est smart aussi. Parce qu'il donne aussi le côté humain. Tu en as vu le côté humain et derrière, justement, j'ai vu que tu en avais parlé dans le podcast avec Michael Wu. Tu avais dit que, ouais, toi, dans tes podcasts, tu fais des mind maps. Enfin, t'as pris le format mind map et du coup, tu le fais dans tes, excuse-moi, pas dans tes podcasts, mais dans tes vlogs. Est-ce que tu pourrais expliquer ça? Alors, je l'ai fait une fois. Ok. Je l'ai fait une fois. C'est quelque chose d'intéressant parce qu'encore une fois, on humanise encore une fois le vlog et on donne de la value. Je l'ai fait une fois. Ça a plutôt bien marché, mais pas autant que je voulais. Les vlogs où je mets pas de mind map, ça marche beaucoup mieux. En fait, ma valeur, moi, je la donne dans le taxi, dans le Uber, peu importe. Et tu sais, je parle face cam. Par contre, format vlog, après, je vais au restaurant, après, je vais dans un hôtel, après, enfin, je vois des gens. Et ça change beaucoup de choses, parce qu'en fait, je divertis les gens tout en leur apprenant des choses. Et c'est ça mon angle différenciant. Mec, c'est que c'est exactement ça. Aujourd'hui, en plus, on en a vu l'occasion de discuter dans l'appel la dernière fois, c'est que les gens n'ouvrent pas Instagram, TikTok et même YouTube pour s'éduquer. Enfin, moi, ça me semble évident. Moi, quand je vais sur Instagram, il y a deux choses. Soit, je sais pas, 10-15 minutes dans la journée, allez, je suis KO, je vais sur Instagram, je me divertis. Enfin, tu vois, je deviens un PNJ, je scrolle pour me divertir. Ou bien, tu vois, sinon, je fais principalement de la veille concurrentielle, j'analyse, je suis que dans mes vidéos favoris en train de regarder, ok, qu'est-ce que je peux réadapter. Mais quand je scrolle pas dans l'optique de m'éduquer. Je scrolle dans l'optique de me divertir et ça, les gens ne comprennent pas. Même en B2B, tu vois, genre, les gens restent des humains et ça, il y en a beaucoup d'entre eux qui l'oublient, le côté humain. Les gens, quand ils viennent sur ces plateformes-là, c'est pour se divertir, hein. C'est ça. C'est ça entièrement. Je connais personne qui m'a dit je vais sur Insta pour apprendre des choses. Tu vas apprendre des choses si tu nous regardes, mais c'est pas ton but principal. Ton but principal, c'est de scroller, d'avoir de la dopamine. Ça, moi, je l'ai compris avec mes vlogs. J'invite des nanas, j'invite des potes, j'invite. Voilà. Je fais rigoler les gens. En même temps, on apprend des choses, tout simplement. Mhm. Ouais, c'est ça. Et justement, bah, en plus, c'est l'un des meilleurs moyens de transmettre un message, le fait de faire rigoler les gens. Je sais Ouais, pas, vraiment. si je peux te raconter une petite anecdote, j'avais lu un livre pour le enfin, j'avais un livre pour l'oral du bac de français. Et dans ce livre-là, on parlait beaucoup du fait de transmettre le message par le fait de faire rire les gens, tu vois, de transmettre Mm. ses idées politiques, le fait d'aller contre le gouvernement actuel tout enfin, transmettant, enfin, excuse-moi, le fait d'aller contre l'idée globale en faisant rigoler les gens et pour transmettre le message de la meilleure des manières. Et ça fonctionne extrêmement bien quand tu divertis les gens. Bah, mec, c'est excellent. Je te prends un exemple. Imaginons, il y a un Squeezie qui, dès demain, ça va pas arriver, mais se lance dans le make money.
tu sais, quoi qu'il arrive à faire de l'art, même s'il recommence de zéro, de Mm. par ses skills, il sait divertir les gens, il sait retenir l'attention, il sait comment. Il a tous les codes. Et du coup, il va devenir top 1 très rapidement. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord, il a déjà l'expertise. Il a plus qu'à de son côté remettre en place ses skills, comme tu as dit, et c'est fait. C'est comme dans tout pour moi. C'est comme dans le business. Moi, je sais que si demain je retombe, bah, je pourrais me relever, parce que j'ai les compétences pour. Et entièrement d'accord là-dessus. Et apprendre aux gens des choses en les divertissant, c'est le meilleur moyen d'apprendre, encore une fois. C'est comme, regarde, un prof à l'école. Bon, j'étais pas bon à l'école, mais il y a des profs qui nous intéressaient. Pour une raison, c'est qu'ils déjà, ils savent parler. Les compétences sociales, j'en parle tout le temps, mais c'est super important. Et en plus, ils savaient nous faire rire. Et du coup, t'es beaucoup plus captivé par son cours que la vieille prof d'histoire qui te fait chier quand elle parle. Et qui t'endort même souvent. Donc oui, savoir apprendre les choses aux gens et enseigner les choses facilement en divertissant, c'est très bien. Et l'un des meilleurs moyens, parce que je me rappelle d'une anecdote, c'est justement le fait de raconter des anecdotes, le fait de raconter des histoires. J'avais un professeur de physique-chimie, lui, à chaque fois, il nous racontait sa vie. Vraiment, il nous racontait sa vie qui était complètement what the fuck. Potentiellement, je suis presque sûr qu'à certains moments, il mentait, mais il savait captiver l'attention. Les gens l'écoutaient, et les gens avaient de bons résultats derrière, ça suivait. Tandis qu'à côté, tu as les autres profs, mec, qui te crachent juste le cours. Limite, tu vois, si on doit refaire une image, ils te font une mind map sans rien, tu vois, juste une mind map sans âme. Et, C'est comme écrire un cours au tableau, mhm, mal présenté, mhm, et juste écrire sans expliquer. mhm, Bah, tu vas recopier bêtement, sans rien comprendre, ou alors même tu vas pas recopier. Moi, ce que mhm, je fais, je recopiais pas, ça me faisait chier. Mais oui, c'est pareil, ça revient même que faire une mind map et ne pas savoir animer la vidéo. mhm. En soi, c'est pas mauvais parce que justement, ce qui a permis, disons-le, à Mathis Chloé de réussir, c'était parce que c'était le premier à ramener ça dans le marché FR. Mm. Et du coup, c'était une très, très, très grosse différence, justement. Lui, de son côté, enfin, élément différenciant, comme Mika le dit, et différenciation claire et unique du marché global. Et après, au fur et à mesure, il a commencé à démocratiser justement ce format-là, Value Asset. Et les gens commencent à le copier, Value Asset, mec, c'est affreux. Enfin, quand les gens font ça. Moi, je vais te dire un truc, je me fais chier quand je regarde ça. Pas parce que c'est eux, mais c'est parce qu'ils savent, ils font tous la même chose. Ils disent tous la même chose au final. Comme on dit, tu vas aller voir la source. La source, c'est qui? C'est Mathis Chloé. C'est pour ça que moi, j'ai fait des vlogs, pour ça que j'ai fait d'autres vidéos, d'autres formats. C'est comme ça que je vais me créer une grosse image, en fait, en me différenciant. Et d'ailleurs, j'ai pu en parler tout à l'heure dans notre podcast. Pour moi, les mind maps ne marcheront plus jamais en Make Money, en tout cas, le temps que la vague passe. Parce que d'ici peut-être 2 ans, ça va marcher, parce que peut-être que tout le monde aura arrêté. Par contre, la mind map peut marcher dans d'autres niches. Le basket. J'ai un client qui fait des mind maps dans le basket. Il est très très bon. Il a pris 4 rendez-vous en une journée grâce à ça. Pourquoi? Parce que dans le basket, dans la niche du basket, il n'y a pas de mind map. Et donc les gens, pour eux, c'est nouveau. Alors qu'en fait, ça existe depuis maintenant 2 ans, je crois. Mhm. Et quand un format est repris, il s'essouffle. Par contre, s'il est nouveau, bah, ça fonctionne. Et dans le basket, ça fonctionne très bien. Et aussi, justement, il faut avoir l'œil pour juger le potentiel d'un format dans une autre niche. Il faut vraiment avoir l'œil aussi. La plupart des gens ne comprennent pas quand on dit copie un format dans un autre domaine pour le ramener, toi, dans ta niche spécifique. Eh bien, malheureusement, les gens n'ont pas, comment dire, ce bon sens de le faire de la bonne manière. Ils vont reprendre le mauvais format avec le moins de potentiel dans leur niche et le ramener, ils vont se dire ah mince, de ce côté-là, il n'y a pas eu de résultat. Toi, justement, par rapport à YouTube, comment est-ce que cette idée-là, toi, t'es venue? Et justement, une autre question juste après, qu'est-ce que toi, tu penses de YouTube et de la direction que ça prend? Comment le format est venu? Ça va être simple, j'ai juste testé. Genre vraiment, j'ai pas fait forcément de veille et tout. Mec, j'ai fait un format que je kiffe. C'est tout, j'ai fait un format que j'adore, le vlog. Moi, je filme ma vie. Je prépare pas grand chose pour être transparent. Et ça a marché. Vraiment, il n'y a pas eu forcément d'étape de veille. Même si j'ai déjà regardé des vlogs, tu vois. Je savais comment ça se passait. Je veux dire, j'ai juste vu qu'il y avait personne qui le faisait dans ma niche. Je l'ai fait, c'est tout. C'est vraiment ça. Et c'était quoi ta deuxième question, excuse-moi? Qu'est-ce que toi, tu penses de YouTube et de la direction que ça va prendre dans le marché Make Money? Dans le marché Make Money, moi, je vois de plus en plus d'authenticité. C'est-à-dire que je vois la fin des mind maps bientôt. Que les gens vont se rendre compte que ça marche plus. Je vois la fin des grosses miniatures, tu te rappelles? Enfin, tu te rappelles, oui. Tu sais, avec les gros chiffres, tu montres du luxe, tout ça. Moi, je vois vraiment quelque chose d'authentique, sans miniature. Pour moi, c'est la vague qui va arriver dans les prochains mois. Ok.
et il y a beaucoup plus d'authenticité, encore une fois. Des vidéos un peu moins travaillées, c'est ce qui fonctionne le mieux. En ce moment, on peut le voir avec les nouveaux du marché. C'est vraiment ce que je vois arriver là. Mais tu sais que c'est super pertinent ce que tu as dit parce qu'il y a quelques temps, j'ai eu un call avec un mec qui, lui, au début était vraiment mainstream sur YouTube, vraiment influenceur, YouTuber, divertissement. Et là, il est dans le make money, tu vois, B2B. Et je t'en appelle avec lui et lui m'a dit que par rapport à la direction que YouTube prend actuellement, aujourd'hui, on est dans une période où il y a de tout sur YouTube. Il y a des vidéos ultra brutes, il y a des vlogs travaillés, il y a des vidéos ultra montées avec un montage pour les épileptiques. Enfin, aujourd'hui, on est dans une période sur YouTube où il y a de tout. Il y a des miniatures complètement bancales, il y a des miniatures archi travaillées, et aujourd'hui, il y a tout qui fonctionne. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très intéressant. Mais justement, le fait qu'aujourd'hui, il y ait de tout sur YouTube, ça permet pas de voir la nouvelle vague arriver. On peut potentiellement prédire et on peut potentiellement prédire le fait qu'il y a certains formats qui vont cesser de fonctionner ou vont moins performer. Comme tu as dit, toi, les mind maps, le contenu vraiment pas humain, mais on ne peut pas spécialement avoir la vision claire sur ce que sera YouTube dans le futur. Potentiellement, oui, du contenu beaucoup plus humain, beaucoup plus axé sur toi, ta personne, ta vie, même si tu es en B2B. En fait, je pense qu'il faut surtout pas comparer à la vague, comme tu as dit, l'entièreté YouTube, mais vraiment par niche. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut regarder. Moi, je sais que dans la niche Make Money, du coup, c'est la fin des mind maps. Par contre, je ne connais pas assez la niche, par exemple, du basket, je ne connais pas assez la niche du volley, je ne sais pas, pour prédire. Bien sûr, il faut avoir un regard externe sur ta niche, pour moi. Prédire l'entièreté de YouTube, c'est impossible. Par contre, prédire une micro-niche, là, c'est intéressant. Mais c'est beaucoup plus pertinent ce que tu dis. Ouais. Et justement, toi, tu penses que il y a certains frameworks universaux, je sais pas si ça se dit, il y a des frameworks, un framework universel qui existe ou pas selon toi dans le business? Quand tu dis un framework universel, c'est-à-dire Euh, un système, disons, un système universel. un système universel, créer du contenu pour ta cible. Créer du Mhm. contenu pour ta cible, la base. Ok, Parler correctement à ta cible. ok. C'est pour ça qu'il faut bien se nicher aujourd'hui. Mhm. C'est de plus en plus compliqué d'arriver en tant que généraliste, ça ne marche plus. Mhm. Il faut clairement bien se nicher, parler correctement à ta cible, et les gens viendront. En se différenciant, j'ai oublié de préciser. Ok. En se différenciant. Maintenant, du coup, comme c'est plus un framework universel, c'est-à-dire que les mecs qui font pas ça, eux, de leur côté, ils auront pas les meilleurs résultats? Pour moi, non. Pour moi, non. En tout cas, c'est le plan d'action que j'applique avec mes clients. Créer du contenu pour ta cible et ça marche pour tout le monde. Après, j'ai pas la science infuse, encore une fois. T'envoies, ils sortent de nulle part, tu te dis, ils sont bons. Tu vois, Mhm. ils sont bons. Moi, je parle d'un plan d'action qui est sûr de fonctionner. Après, il y a d'autres méthodes, encore une fois. Regarde, tout bête, t'as parlé de Squeezie. Mhm. Squeezie a créé du contenu généraliste, mais s'il sort une formation YouTube, Ah, mec. le mec, il rafle tout le monde. Hein. Mhm. Il rafle toutes les formations YouTube, pardon. Mhm. Du coup, voilà, il a utilisé notre méthode. Lui, c'est de devenir le numéro 1 ou numéro 2, je ne sais plus. Ah, il est numéro 2, je crois. Après Thibaut InShape, c'est Ouais. ça. Et tu vois, il leur a fait une autre méthode qui a très bien fonctionné. Mhm. Ouais. C'est super, super intéressant. En plus, c'est que Thibaut, lui, certaines fois, fait des vidéos où il donne des tips par rapport à la création de contenu, tu vois, par rapport au rythme et tout. Oui, il a fait une formation de vidéo, je crois. Ok, Moi, je peux pas regarder, elles sont trop longues. Mais ok, ok. ça m'intéresse pas. Ok, ok. Mais il a fait une formation gratuite. Ok, ok. Mm. Ok, ok, ouais, je vois. Et j'ai une petite question. Toi, par rapport justement à la création de contenu, tu vois, cette question, je la pose. Enfin, moi, je te la pose parce que je suis vraiment en train de réfléchir par rapport à ça. Mm. Selon toi, est-ce que il y a dans la création de contenu, imaginons que tu es en full B2B, est-ce que selon toi, c'est pertinent de faire du contenu plutôt mainstream? Ouais. Ok. Aujourd'hui, je trouve que c'est ton angle différenciant, justement. Enfin, c'est mon angle différenciant, excuse-moi. Pour moi, le mainstream passera toujours à la valeur. Ok. Pourquoi? Parce que le lifestyle attire la valeur convertie. Et aujourd'hui, dans une période où vraiment tous les B2B se concentrent à faire de la vidéo que valeur, 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 bah, du coup, personne ne se différencie. Ok. Et c'est encore une fois ce que j'ai fait avec les vlogs. Dans mes vlogs, même s'il y a de la valeur, ça reste du mainstream. Quand tu me vends en date avec une fille, excuse-moi, c'est pas un coach B2B qui va se dire c'est la vidéo que je veux voir. Mais il va la regarder parce que ça reste un humain, comme on a dit. Ouais, mais justement, par rapport à cette vidéo-là, je l'ai vu cette vidéo aussi. Mais du coup, c'était qui cette fille? Comment est-ce que tu pars en date comme ça alors que t'étais pas focus meuf? Explique-nous. Moi, je suis pas focus meuf. Ok. J'aime bien les femmes, moi. Ok, Moi, j'aime bien les femmes, mais je sais me contrôler. ok. Encore une fois, tu peux
Enfin, pour moi, dans le business, tu peux avoir des femmes. Par contre, pas que ce soit ta priorité, que ce soit une option, comme je peux dire dans le podcast avec Michael. D'ailleurs, les gens n'ont pas compris. Une option parce que c'est pas ta priorité. Ok. Pourquoi Parce que mec, c'est ma vie. C'est tout. Ok. Encore une fois, mes vlogs, c'est authentique de fou. Je me filme, c'est tout. C'était prévu, j'ai pris la DJI, puis j'ai filmé. Après, je suis allé à la Tour Montparnasse. T'as vu, c'est du mainstream. Hein. Mhm. C'est du mainstream, mais ça marche très très bien. En un jour, 600 vues. Et du coup, toi, bah, justement, cette vidéo, comme vraiment elle est mainstream, vlog avec une fille, est-ce que tu as eu des clients parce que tu as eu des calls qualifiés avec ou pas? Toujours. Ah ouais? Toujours parce qu'au début, c'est de la valeur. Ok. En fait, je montre mon expertise, mais je divertis. Encore une fois. Bien sûr, c'est pas la vidéo qui me rapporte le plus d'appels. Mhm. Elle attire. Elle va m'apporter des calls qualifiés. Un peu moins qualifiés, du coup, on trie. Toujours, il y a une phase de qualification quand même, une fois que tu as pris un appel. Par contre, à côté, il y a des vidéos valeurs qui vont me permettre de convertir davantage. La vidéo que j'ai sortie, du coup, il y a quoi? Il y a une semaine, je crois. Elle m'a rapporté 11 appels. C'est énorme. Elle a fait 400 vues. 500 vues, pardon. 11 appels. Parce que mes vidéos ont attiré. Et après, cette vidéo, elle a converti. Ok, ok. Et mon but, c'est toujours de convertir avec une vidéo. Et d'attirer en même temps. Ok, ok, c'est incroyable. Parce qu'il y a quelques temps, moi, j'avais vraiment pas la vision, enfin, il y a 3 4 mois, j'avais pas la vision sur le fait de faire du contenu vraiment full mainstream en B2B. Mais là, en plus, que je commence à voir toi, bah, aussi, il y a justement Marvin, tu vois. Marvin Ndiaye. Ouais. Il est chaud, lui. Hein. Mais 8 à 12 vidéos par jour. Il est fort. Ce qui est intelligent, enfin, ce qui est vraiment smart, c'est que, en plus, c'est différent. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend, il recorde les consultings qu'il fait en IRL. Ça, c'est vraiment très, très, très smart. Il y a Nick Setching aussi qui commence à le faire et aussi Hans Codes, qui commence à le faire. Du coup, ça, de ce côté-là, c'est très, très, très smart. Et ensuite, mec, je sais pas, il a loué une villa à Bali, J'ai il vu. filme. Genre, tu vois toute sa vie. Et moi, au début, j'avais pas la vision par rapport à ça, mais je crois que vraiment, il fait ça. S'il le fait, c'est que derrière, il a un retour sur investissement, tu vois. La villa à Bali Mhm, attire. mhm, Lifestyle, tout. mhm. Les consultings convertissent. Voilà. Par contre, encore une fois, si tout le monde se met à mettre des extraits d'appels, ça marchera plus. Maintenant, je me pose aussi la question. Lui, il est plus, disons, B2B, mais généraliste, tu vois. Il prend de tout. Qui Marvin. Marvin, ouais. Entreprise physique. Alors, il prend de tout, tu vois. Vraiment de tout. Il n'y a pas spécialement de niche. Il me semble que les entreprises doivent faire 30 ou 15 000 euros de CA mensuel. Je crois que c'est sa condition. Mais il n'y a vraiment pas de limite. Est-ce que toi, tu penses que pour une niche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nichée, je sais pas, un truc qui me vient en tête, disons, pour les coiffeurs. Bah, pour les coiffeurs, disons, j'aide les coiffeurs à scaler grâce à mon système, Mhm. whatever. Ok, ouais. Est-ce que tu penses que faire du contenu de ce style-là serait aussi pertinent ou pas? Ouais. Ok. Ouais. Tout bête. Tu vas en salon de coiffure, tu fais des consultings, encore une fois, comme Marvin. Mhm, En présentiel, tu Mhm. montres tes compétences avec Mhm. des clients. Tu vois, ça change le game. mhm, Là, je vois personne faire ça. C'est une niche très petite. Peut-être qu'il y en a, je ne sais pas. Hein. Mais, mec, moi, je vois trop la vision du truc. Encore une fois, contenu long. Pour Mhm. moi, le contenu long prime sur le contenu court. Et tu prends ton contenu long, tu le mets en format court. mhm, Tu bombardes de vidéos sur Insta. T'inquiète pas, t'as des clients. mhm. Et s'il faut au début le temps que ça prenne, parce que l'organique, ça prend du temps, prospection à froid. Les gens, les salons vont voir tes contenus. Ils vont vouloir prendre un appel avec toi. C'est sûr. Et à côté, pourquoi pas? Ça reste du lifestyle pour moi, en vrai. Mhm. Un consulting sur place. On te voit en présentiel avec quelqu'un, on te voit dans la vraie vie avec quelqu'un, ça reste un Mhm. peu du lifestyle. Et limite, tu vas faire un vlog, je sais pas, tu fais un vlog quand tu y vas. Mhm. Toi, tu humanises encore une fois ton personal branding. Et pour moi, c'est super important. Et je jure, c'est game changer de faire ça. Ok. En plus, tu sais, ce qui est smart, c'est que, bah, déjà, premièrement, tu sais que ça commence vraiment à me ouvrir, entre guillemets, la porte, la vision par rapport au contenu full mainstream. Parce qu'au début, moi, j'étais vraiment réticent par rapport à ça, tu vois. Que ce soit avec mes clients ou envers moi-même, j'étais dans une certaine mesure réticent envers ça. Je me disais, peut-être que ça va diluer l'audience. Et en effet, ça dilue l'audience. Ça dilue justement le nombre de personnes qualifiées, mais ça permet d'avoir une plus grosse portée. Je pense que c'est je pense que c'est un risque à prendre. Enfin, je pense que c'est une contrepartie à prendre. Enfin, Bah, regarde, pour moi, c'est important parce que dans mes commentaires à YouTube, et désolé si vous me regardez, les gars, il y a des gens, je sais, qui n'achèteront pas. Par contre, ils sont utiles pour moi, ils me suivent, ils like, ils Mhm. commentent. mhm, Et j'ai besoin d'eux pour augmenter ma portée. mhm, Un jour, ils achèteront, peut-être, je ne sais pas.
Il y a même de grandes chances qu'ils prennent un appel un jour quand ils auront les moyens, quand ils auront lancé leur business. Et je leur souhaite d'ailleurs de lancer un business, c'est Mhm. important. Mais comme tu as dit, ça va diluer l'audience, mais tu en as besoin pour augmenter ta portée. Et c'est super intéressant ce que tu as dit. Ouais. En plus, tu vois, je vais rebondir par rapport à ce que tu as dit. Quand je discute avec différents entrepreneurs, mes clients ou toi, ce que je remarque, c'est que vraiment, ils créent un écosystème. Et Mhm. cet écosystème, c'est pas un écosystème genre tu vois une vidéo, t'achètes. C'est vraiment l'ensemble. Par exemple, je sais que mon client, lui, enfin, un de mes clients, lui, et, il fait des vidéos, ok? Et les personnes achètent chez lui au bout de 3 4 mois. Michael Wu, j'avais discuté avec lui, il m'avait dit que c'était pareil pour lui. Les gens, quand ils voient ces vidéos, au bout de 5 6 mois, ils vont voir ces vidéos en continu, en continu, en continu, et ensuite ils vont acheter. C'est vraiment le fait de créer un écosystème autour de ça. Le mec rentre dans cet écosystème, il va te voir, il va te voir, il va te voir, il va te Ouais. voir, et ensuite il va acheter. Peut-être qu'au début, il va venir dans un call avec toi, le mec, il est chaud, il va venir dans un call avec toi, et toi, tu vas lui dire ton prix, et lui, il va pas être chaud, tu vois. Il va se dire non, ok, c'est pas pour moi, j'ai pas les fonds nécessaires, je suis pas prêt à investir. Ok, good, ciao. Ensuite, je sais pas moi, dans 5 6 mois, il va continuer à te voir, liker tes vidéos, te suivre, commenter et développer sa confiance, tu vas le nurturer et ensuite il va revenir et il va acheter. Bah, moi, ce que je fais, par exemple, pour les personnes, comme tu as dit, qui vont prendre un call et qui n'ont pas le budget, Mhm. généralement, je le sais au bout de 10 minutes, 15 minutes qu'ils n'ont pas le budget. Il y a une petite question qui fait comprendre que. Et ce que je fais, c'est que du coup, je leur pars en petit diagnostic, full value, pendant 10 minutes, histoire de le fidéliser. Parce qu'il va se dire, sinon, il est là pour mon argent. Du coup, je donne de la valeur, plan d'action et tout. Tu dois faire ci, ça, et tu auras des résultats. Et du coup, il reste avec moi. Parce qu'il faut pas oublier que même les gens qui n'achètent pas maintenant, qui ont probablement acheté, qui vont, pardon, probablement acheter plus tard, il faut les fidéliser aussi. Parce que tu as besoin d'eux, encore une fois. L'entreprise fonctionne parce que bah, les gens sont fidèles et qui vont racheter chez toi par la suite. Donc tu dois de ton côté les fidéliser. Pardon. Et moi, en call de closing, c'est ce que je fais au cas où. Parce que ça m'est déjà arrivé, et bon, puis il y a 3 mois, il y en a un mec qui a pris un call avec moi, qui avait pas le budget, il a acheté 3 mois après. Parce qu'il a eu le budget. Et je l'avais fidélisé en call. Parce que je lui ai donné les conseils et tout. Et du coup, il a pu les mettre en place et avoir des résultats. Ok, ok, incroyable. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un school gratuit où je donne vraiment un plan d'action complet, hein, pour le coup. Tu peux faire 10K avec mon school gratuit. Je donne beaucoup, beaucoup de valeur pour qu'ils puissent rentrer dans l'écosystème gratuitement et après acheter chez moi pour Ah, aller mais plus loin. tu sais que j'avais rejoint ton school et mec, je crois pratiquement tous les jours, je reçois une notif. Mathis Nicolas, nouveau post, Ouais, ouais. new post, je reçois ça. Bah, t'imagines 2 posts LinkedIn par jour qui sont remis sur YouTube, ça fait 4 posts. 3 vidéos Insta repostées sur YouTube et TikTok, ça fait 9 vidéos. Et on va passer à 4 voire 5 vidéos par jour bientôt. Une vidéo YouTube tous les 2 jours. Le school, quand t'es dedans, tu reçois un mail tous les jours limite. Mec, t'es avec moi tout le temps. Les stories Insta, enfin c'est... En fait, j'ai envahi la tête de mes prospects, c'est trop bien ça. Mhm, yes, c'est ça. Mais d'ailleurs, parlons un peu de closing. Parce que toi, de ce que j'ai compris, tu es très très bon en closing. Parlons un peu des erreurs que toi tu vois en closing et de comment est-ce que toi, c'est quoi ta technique entre guillemets secrète. Parce qu'il n'y a pas de technique secrète, mais toi, c'est quoi le petit détail qui fait que toi en closing, tu es très chaud. Déjà, la plupart des gens sont chiants en closing. J'ai directement, la plupart des gens sont chiants pour une raison, c'est que ils ne vont pas avoir ce petit truc qui fait rêver le prospect. Moi, ce qui est important pour moi quand je pitch mon offre, là je parle vraiment du pitch, donc la présentation, une fois qu'on a fait le diagnostic, tout, je vais parler au futur mon prospect, je vais pas être chiant. Si je lui dis qu'il y aura 2 appels par semaine, qu'il y aura des modules sur l'offre, sur l'acquisition, sur le setting, sur la création de contenu, ça va le faire chier. Simplement, je vais lui dire, tu vas obtenir ci, ça, 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 à la fin de l'accompagnement quand tu auras tout appliqué. Et du coup, en fait, lui, il voit la destination. Et ça me permet du coup d'augmenter le taux de closing, parce que je le fais rêver. Et le gars, tu sais, limite, ça m'est déjà arrivé de me dire, enfin, on comprend. Il y en a, ils m'ont dit, mais c'est pile ce qu'il me faut. Parce que j'ai présenté l'offre en fonction de ses problèmes par rapport au diagnostic que j'ai fait avant. Et donc, automatiquement, il est avec moi, il avance avec moi et il voit la destination. La plupart des erreurs, je dirais, pour répondre plus précisément à ta question, c'est que les gens vont pas forcément oser creuser les douleurs. Et quand je dis creuser les douleurs, c'est les problèmes. Parce que la plupart des gens, ils vont pitcher leur offre sans avoir vraiment compris le problème du prospect. Ça fait qu'au final, leur pitch est pas forcément adapté, ça revient à ce que j'ai dit avant, au problème du prospect. Et il va se dire, lui, bon bah, ok, c'est cool, mais est-ce que c'est ce qui me correspond? Et t'as déjà foiré là. À ce moment-là, s'il te dit ça, ça a déjà foiré. C'est mort. Ok, ok.
Et justement, j'ai une autre question. Tu vois, on entend souvent dire, et moi je suis vraiment de ce principe-là, enfin moi je suis vraiment adhérent de ce principe-là, c'est le fait que la vente, elle se fait avant le call de closing, de Oui. par ton contenu. Et comment est-ce que toi tu fais pour procéder? Enfin, il y a aussi le fait que tu nurtures, tu apportes de la valeur dans tes vidéos. Mais comment est-ce que tu fais pour que le prospect ait le moins d'objections possible dans le call de closing et justement que le call soit justement du closing et pour simplement encaisser l'argent? Alors, je vais énerver les closers, par contre, hein, je Mhm. vous préviens. Pour moi, le closing, c'est genre 20% de la vente. Ce qui compte, c'est le contenu. Ce qui compte, c'est le personal branding. En fait, si la personne a passé du temps avec toi sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, enfin, tous les réseaux, t'as compris, mec, elle va acheter. Si elle a confiance en toi avant l'appel, elle va acheter. Et donc, le rôle du closer aujourd'hui est important, ok, pour répondre aux questions, mais franchement, le closer a un petit rôle dans la vente à mes yeux. Parce que la vente, comme tu as dit, se passe avant l'appel. Nous, ce qu'on fait, c'est déjà il y a le contenu YouTube. Contenu YouTube j'y passe déjà 15-20 minutes avec moi dans chaque vidéo. Ils ont déjà confiance en moi quand ils arrivent en appel. Ce qu'on fait avant l'appel, parce qu'ils ont booké, on va leur renvoyer un contenu. Par contre, un contenu qui n'est pas sur YouTube. Un contenu qui est une VSC, une vidéo sales call, j'appelle ça comme ça. C'est une vidéo pour vendre l'appel. Rappeler ce qu'on fait, rappeler les problèmes que le prospect a et rappeler ses douleurs. Du coup, il a encore passé 20 minutes avec moi. En dessous de témoignage client, mais vraiment, mec, il y a 4-5 pages. Ça, il est encore plus persuadé que ça fonctionne, parce que ça fonctionne. Et après l'appel, c'est des réponses aux questions. Depuis que je fais du YouTube, mec, mes appels, c'est 20 minutes. Petite réponse aux questions, puis ça, il a le budget ou non, tout simplement. Ok, ok. Et tu vois, par rapport au closer, en soi, aujourd'hui, j'ai remarqué que les infopreneurs, ils délèguent de moins en moins le closing. À part si vraiment tu as une structure à plusieurs millions par mois, tu vas pas déléguer le closing. Enfin, moi, de ce que je vois, il y en a de moins en moins qui délèguent. Attention, oui, il y a comment dire, les calls de setting, les calls de préqualification, ça, C'est autre souvent, c'est chose, ça. délégué, c'est chiant. C'est chiant, ça, du coup, c'est délégué. Mm. Maintenant, le call de closing, moi, imaginons si je me mets à la place du client, je vais acheter chez toi. Je regarde tes vidéos, je te suis toi pour ta personal brand. Et du coup, moi, ça me ferait chier que ce soit pas toi qui est en call de vente. Mm. C'est pour ça que je te dis que ça dure 20 minutes. C'est moi qui prends mes calls. Mhm, Le gars, il est content d'être avec moi, en fait. mhm, Il achète parce que c'est moi. mhm. Et il achètera parce que c'est toi. Et donc, ça fait qu'au final, le closing, c'est bien de le déléguer, si tu veux plus de temps. Mais si tu veux vraiment convertir plus, bah, fais tes calls. Fais tes calls. Et en vrai, je vais être transparent là-dessus. Tu peux atteindre jusqu'à 70% de ton closing sans problème. Si tu es l'infopreneur qui est sur les vidéos et qui prend les calls. Et ça fait qu'au final, c'est peut-être même plus rentable de prendre moins d'appels, de les faire toi-même et de closer beaucoup plus. Ok. Tu penses quoi du challenge de Yumi Denzel? Je sais pas, moi, j'ai pas d'avis, hein. Ok. C'est intéressant. Mhm, Après, j'irai pas le voir, je m'en fous. mhm. Mais moi, je suis pas forcément fan de Yomi déjà de base. J'ai rien contre lui, hein, mais je regarde pas Yomi. Il est très bon dans ce qu'il fait, mais je m'en fous un peu. Après, de ce que j'ai compris, il y aura plein de closers, c'est ça? Plein de closers, beaucoup de budget ads qui a été mis. Ouais. Je sais pas combien, j'ai pas regardé. L'année dernière, je crois, il y avait 500 600 000 euros budget. Pour combien de CA généré? De ce qu'on m'a dit, enfin, après, je sais pas les chiffres, enfin, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ce 5 6 millions, et il y a un autre mec qui m'a dit 15 millions. Du coup, moi, je sais pas, moi, je dirais plus 5 6 millions, après, potentiellement derrière, avec ses en back-end, les upsells et aussi ses SaaS, potentiellement 15 millions. Mais tu vois, moi, je suis pas fan de Yomi. Genre, en vrai, ça m'inspire pas Yomi. Ok. Pour une raison, c'est que, à mis à part les vidéos, tu sais, il fait des vidéos, ma nouvelle villa, ma nouvelle voiture. Moi, ça m'inspire pas ce truc-là. Genre, Ok. je m'en fous. Tout le monde peut avoir une voiture Mhm. aujourd'hui. Fais de l'argent, t'auras une voiture. Pour moi, les gens qui m'inspirent le plus, c'est les gens complets. Je dis pas que Yomi est pas complet, il est très bon dans ce qu'il fait, hein. Mais je sais pas, il m'inspire pas dans sa manière de parler, il m'inspire pas dans beaucoup de choses. Donc, je suis pas fan. Ok. Toi, c'est quoi, mis à part la motivation de l'argent, qui t'a poussé à commencer? Enfin, c'est l'argent, évidemment, comme tout le monde, mais c'est quoi vraiment intérieurement qui t'a poussé? Par exemple, il y a des mecs, ça peut être le matériel, il y en a d'autres, ça peut être vraiment la liberté, il y en a d'autres, ça peut être le fait de prendre une revanche sur la vie, il y en a d'autres, enfin, il y a- il y en a une dizaine, enfin, il y a une infinité de raisons. Toi, c'était quoi la tienne? Pour être transparent, je m'en fous de l'argent. Mhm, J'aime l'argent, mais je m'en fous. Moi, ce qui m'a surtout motivé à me lancer, c'est la liberté, comme tu as pu le dire, comme tu as pu le préciser. Et aussi, j'aime pas l'autorité. Je ok. déteste l'autorité.
quand j'étais en cours, on me disait, enfin, il y a des devoirs à faire. Toi, tu m'obliges à faire des choses chez moi. Genre, t'équipes, on m'oblige ça, tes profs. Genre, ça me... Et moi, c'est l'autorité, je déteste ça. Je déteste ça. Et après, la liberté, hein. La Ok, liberté. ok, intéressant. Et toi? Intéressant. Moi, Ouais. euh, en soi, sans aucune raison, parce que, enfin, en soi, si. Moi, quand j'avais commencé à faire vraiment mes premiers sous sur Internet, c'était quand j'avais 11 ans. Ok. Ouais. En fait, j'avais des serveurs Discord dans lesquels, déjà, premièrement, tu pouvais échanger, tu vois, les jeux gacha, les jeux d'anime, One Piece, Dragon Ball, etc., dans lesquels tu peux invoquer. Mhm. Et du coup, tu as certains taux de drop qui font qu'il y a certains personnages qui sont très rares, il y en a d'autres qui sont bah, justement impossibles à avoir, il y en a d'autres, voilà, communs. Du coup, il y a des personnages qui étaient très convoités. Et moi, j'ai décidé de faire un serveur où justement tu peux vendre et échanger les comptes. Et du coup, ce qui était sécurisé, c'est que les gens passaient par moi et par l'équipe par mois. Et on prenait une commission. Genre, tu vois, ça allait max de 10, 5 à 20 euros par vente, tu vois. Du coup, on prenait 10%, ce qui fait 2 à 5 euros en moyenne. D'accord, ok. Ok. Mhm. Bon, c'était pas énorme, tu vois, mec, c'était vraiment pas énorme. Genre, sur le mois, c'était full axé sur Ah, du mais à volume. 11 ans. Oui, genre, sur le mois, genre 50, 200 euros sur le mois, genre, Mhm. le plus gros mois. Ensuite, ça. Et, enfin, du coup, pour répondre à ta question, pourquoi j'ai commencé comme ça? Enfin, je suis tombé dans ça comme ça. Ok, y a pas de. Rien de spécial. Ok, Enfin, t'as atterri. ouais, j'ai atterri là. En fait, depuis que je suis petit, j'étais conditionné dans ça. Enfin, D'accord, vraiment. ok. Et Oh, du c'est coup, bien. après, voilà, ça s'est arrêté. Il y a eu quelques soucis, ça s'est arrêté. Du coup, j'ai commencé à vendre des templates Discord, vendre des bots Discord. Ensuite, achat-revente Vinted, etc. Et ce qui a fait qu'au fur et à mesure, tu vois, justement, j'étais continué à faire, c'était pas des sommes folles, tu vois, genre les meilleurs mois, 500, 600 C'est déjà bien, hein. ouais, quand j'avais 13-14 ans. Quand t'as 13, Et 14 ans. moi, ça m'a conditionné, tu vois, le fait que l'argent, c'est un flux, tu vois, l'argent, c'est pas statique, l'argent, c'est pas, t'as pas besoin d'attendre tous les mois pour recevoir ça. Et je m'en souviens à un moment, je sais plus c'était en quelle année, mais il y a des intervenants de Polytechnique qui étaient venus pour nous justement mettre en avant Polytechnique, faire des classes prépa pour aller école d'ingénieur et si tu vas là-bas, t'es dans l'élite française, blablabla, blablabla. Je dis ok, c'est intéressant. Et du coup, à un moment, la question elle est venue, on a commencé à parler de salaire, tu vois. Et je sais plus trop, mais les salaires étaient genre bas, tu vois. On avait 4000. dit que 5 000 euros au bout de 5-6 ans de travail, ça c'était garanti, tu vois, si tu sors de Polytechnique. On m'a dit une connerie comme ça. Ah, Moi, genre, tu vois, les gens, ils étaient en mode, ouais, c'est incroyable et tout, mais moi, je me dis, ok, si, genre, de mon côté, j'arrête l'école et que je fais tout fois 10 les 5 000 euros, je les fais, tu vois. Enfin, moi, il y avait ces dissonances cognitives. Et aussi, moi, il y avait une voiture que je voulais quand j'étais petit, la Audi R8. Elle coûte 180, 200 000. Et je me dis, je m'étais fait le calcul, hein. Alors, imagine, je gagne 5 000 euros. Je vais à Polytechnique, je gagne 5 000 euros tous les mois. Je vis seul, je paye mon loyer, à graille et tout. Et genre, même au bout de 10 ans, je l'aurais pas, tu vois. Même au bout de 10 ans, j'aurais pas assez pour l'avoir. Et ce serait con de mettre toutes mes économies dans une voiture. Enfin, je me dis, c'est pas suffisant. C'est quoi le secret, justement? Enfin, il y avait ces dissonances que moi, j'avais conscientisé, tu vois. C'est quoi le secret, justement? Il y a des gens, ils peuvent se permettre ça. Et c'est pas avec 5 000 euros par mois net que tu vas pouvoir te le permettre. Enfin, et du coup, c'est ce qui a fait que je continue dans ce domaine-là. J'étais conditionné, disons, dès le départ, dès mon enfance, au vu de certaines circonstances. Voilà. d'accord, ok. Intéressant. Donc, depuis tout petit, en fait, Mhm. t'es dedans. Oui. Ok, super. Bon, c'est cool. Et c'est sûr que, en parlant de Polytechnique, moi, j'étais en école de commerce, tu sais, genre, je faisais un BTC, BUT et commerce, je sais pas quoi. Ok. J'ai oublié le nom tellement que. Commerce international. Non, technique de commercialisation. Moi, c'est Ok. la même chose, en Ok. fait. C'est la même chose. Juste, c'est un bac plus 3 en gros. J'ai arrêté au bout de 6 mois. Il me disait, tu vas gagner 3 000 à 4 000 euros. Je me suis dit, mais en fait, j'y faisais déjà les 3 000 à 4 000 euros. Genre, j'étais déjà dans le business en même temps. Je faisais déjà 10K. Je dis, bah, en plus, on me disait, ouais, finis les études. À quoi bon? Et en plus, je suis convaincu, et même pas convaincu, c'est un fait, on a plus de compétences que les gens qui sortent d'études. Pour une raison, c'est que nous, on est sur le terrain. Bon, le commerce que j'ai pu apprendre, c'est du closing, techniquement. Moi, je close déjà pour plusieurs milliers d'euros à chaque fois. Que les étudiants, au final, bah, mec, ils ont juste fait du sketching, quoi. Le patron, il prend qui? Il prend moi ou il prend Mhm. étudiant? Il prend moi. Bon, après, je vais pas devenir salarié, hein. Mais je veux dire, si au pire des cas, tu deviens salarié un jour, t'es plus compétent qu'un étudiant. Mais tu sais que c'est vraiment, mec, je me rends compte de ça, j'avais discuté de ça avec un mec, c'est que, imaginons demain, je vais devenir salarié.
de par mon réseau, de par mes compétences, genre, j'ai un travail Hmm. minimum 5 10 000 € payés tous les mois. Ouais, Genre, oui, de par oui. mon réseau aussi. De par le réseau, tu dis, ok, je vais rentrer dans ton business, je vais faire head of content. Tu vois. Mec, Ah, tu prends, tu vois, genre, de par les compétences, bah de oui. par aussi le réseau, tu vois, les gens, ils sont là. Enfin, le diplôme, il a perdu beaucoup trop de valeur. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste l'époque, elle a changé. Avant, le diplôme, c'était smart d'avoir un diplôme, tu vois. C'était ça qui prouvait ta valeur sociale, qui déterminait pas en grande, enfin, c'est qui détermine en grande majorité ta réussite. C'était pas quelque chose d'absolu, mais qui déterminait en grande majorité ta réussite. Et aujourd'hui, les temps ont juste changé et il faut s'adapter. C'est pas quelque chose, à l'école c'est mauvais, ça pue la merde, c'est affreux, c'est juste que les temps ont évolué et l'école ne s'est pas adaptée. Voilà. Non, je veux dire, le diplôme aujourd'hui, ça a plus d'intérêt parce que ça veut simplement dire que tu sais rester assis et écouter un prof. Ça veut surtout dire que t'as pas pris de décision pendant plus de 20 ans de ta vie. Dans le sens où tu es resté assis et à l'écoute. Par contre, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, généralement, c'est démerdé à avancer. Et au final, je pense qu'un patron préférerait limite prendre quelqu'un comme ça qui a pris des initiatives, qui a avancé et qui s'est formé par lui-même. Oui, Mm. enfin, moi aussi je pars de ce constat-là. Si je veux recruter un mec, je veux qu'il soit créatif, je veux qu'il me donne de sa personne. Lui, c'est bien, Mm. il fait ce que je lui dis, c'est le minimum, genre, c'est la base. Tu fais ce que je te dis, je te forme, et derrière, tu développes de ton côté, tu me fais des propositions. Genre, moi, je kiffe, mec, tu me fais des propositions, Mm. tu me varies. Prenez l'exemple d'un monteur. Ok, tu fais ce que je te dis, je t'ai formé, c'est good, c'est clean, tu vois. Mm. Maintenant, je veux que de ton côté, potentiellement, tu essaies de varier les différents styles de montage. Ce serait intéressant. Tout en respectant la DA que je t'ai donnée. Tu essaies de varier, tu essaies de faire toi jouer ta créativité. Peut-être que ce sera mieux, peut-être que ce sera pas mieux. Enfin, moi, je suis pas contre ça, tu vois. Mais Bah, juste au minimum faire ce que je te dis. c'est beaucoup mieux quelqu'un qui t'apporte aussi de la valeur, Mhm, parce que sinon, autant que tu fasses de toi-même, mhm, pour moi. Parce que si tu as plus cet aspect créatif, mhm, bah, tu vas perdre déjà de la visibilité. mhm. Je parle de monteur vidéo. Tu vas perdre du chiffre d'affaires et tu peux pas être partout. Si tu prends quelqu'un, c'est aussi parce que tu veux qu'il t'apporte quelque chose, qu'il soit peut-être plus compétent que toi dans certains domaines. Pour moi, c'est ça une bonne équipe. C'est des gens qui sont complémentaires et qui vont apporter de la valeur par rapport à là où je ne suis pas bon moi. Parce Ok. qu'on peut pas être bon partout. Mhm. Et c'est pour ça que quand tu recrutes quelqu'un, pour moi, il faut que la personne soit compétente là où tu n'es pas. Ok. Est-ce que du coup, toi, tu pourrais déléguer un pôle de ton business que tu maîtrises pas à 100% et potentiellement être dans le cas où tu es dépendant d'une seule personne? Alors là où je ne maîtrise pas à 100%, pour le coup, j'ai les mains mises partout quand même. Je suis pas le meilleur dans tout. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai une équipe de 4 personnes maintenant. Euh, où je devrais être dépendant. En fait, d'être dépendant, c'est à la fois bon et pas bon pour moi. Si tu es dépendant, c'est-à-dire que la personne est forte dans ce qu'elle fait et qu'elle t'apporte plus de valeur là où tu n'es pas bon toi. Je pense que je ne pourrais pas si je suis vraiment dépendant à 100% de la personne. Je me formerai. Je me formerai pour ensuite déléguer. Encore une fois. Parce que tu peux pas tout faire. Il faut se former pour ensuite déléguer. Tu délègues pas là où tu ne connais rien. Par contre, être dépendant à 100%, je pense que je pourrais pas. Ok. Ouais, je ne le ferai pas. Et toi? Euh, non. Non, non, non. Parce que moi, j'essaie souvent de jouer sur ce levier. Enfin, avant, j'essayais de jouer sur ce levier, ça marchait. Mais en soi, la dépendance, non. Mais c'est un levier, en vrai, pour les gens justement qui veulent développer un business, c'est un levier intéressant à activer dans lequel où tu vas avoir des gens qui n'ont pas cette compétence-là et toi, tu les chopes, tu dis, ok, moi, je peux te faire, t'apportes des résultats et après, ces personnes-là deviennent dépendantes de toi et tu peux potentiellement après augmenter les prix, enfin, ou même t'associer, je sais pas. Mais c'est un beau business model. Ah, attends. Je crois que j'avais pas compris la question. Tu parles de personnes où je suis dépendant ou eux sont dépendants de moi? Non, 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 du coup, toi, t'es dépendant. Mais là, du coup, j'ai fait le Ah, coup t'as fait d'inverse. l'inverse, Ouais, ouais. du coup, j'ai Ok. fait l'inverse. Mais on est d'accord sur ce que t'as dit Oui, et je suis d'accord sur ce que j'ai dit. oui. Oui. Ok, ok. Et du coup, justement, on parlait rapidement de tes motivations. C'était quoi un peu la réaction, toi, de tes parents ou même de tes proches quand tu as commencé le business? Et du coup, attends, c'était quoi la réaction et c'était quoi ton premier business? Mon premier business, c'était du dropshipping. Ok, J'ai perdu 2000 €. Je suis ok. transparent. J'ai pas été bon là-dedans. Après, j'ai fait de l'OFM. Après, j'ai fait une agence de montage vidéo. Après, en même temps, j'étais freelance Mhm, en tant que closer. mhm, C'est d'ailleurs où j'ai pu développer le closing. Et après, j'ai eu mon business à moi. Donc, mon business de coaching IT 4. La réaction de mes parents, c'est arrivé quand j'ai commencé à faire mes premiers 10K, je leur ai dit. Avant, ils savaient pas. Mon père a pas du tout apprécié. Ma mère a été compréhensive. ok, Mon père, limite, voulait me foutre à la porte. J'ai bien dit limite. Hein. Il l'a pas fait. Mais ok. c'était limite ça, tu vois. T'avais pas encore arrêté l'école à ce moment-là? Quand tu l'as dit? Quand je lui ai dit, j'avais pas arrêté. Ok, Je continuais, ok. mais j'ai arrêté après.
Ok. Mais du coup, en soi, si tu me dis qu'il aurait, enfin, qu'il allait te foutre à la porte par rapport au fait que tu arrêtes l'école, ça, j'ai mis, ok, oui, les parents sont plus, enfin, tu vois, c'est pas de leur génération, ils comprennent pas. Mais maintenant, justement, rien contre ton père, mais il y a vraiment certains parents que je vois aussi avec d'autres connaissances de mon réseau qui sont hostiles envers le business en ligne. Toi, t'en penses quoi de ça? Et c'est dû à quoi, selon toi? Je pense que L'hostilité. c'est un manque de connaissances. Ok. C'est encore une fois ça. Les jeux, ils sont pas forcément à la page. Rien contre eux, hein, ils ont pas de soucis, j'ai rien contre eux. Mais c'est pas leur génération, encore une fois. Euh, et je pense aussi qu'il y a une peur, une grosse peur. Parce que, en fait, c'est des jeunes qui, du coup, se mettent dans la vie active plutôt que prévu. Généralement, ça arrive de nulle part. Ils le savent vraiment d'un coup. Quand tu dis à papa, j'arrête l'école, c'est normal, ça fait un choc. Tu vois, en plus, ton père t'imaginait déjà avec le diplôme avoir le métier que tu lui avais dit que tu voulais. Généralement, c'est pas ce qu'on veut faire, c'est faux. Non, je pense que c'est normal et c'est de la peur. Mais bon, encore une fois, moi je dis souvent, faut pas écouter les parents. Ok. Tes parents sont pas forcément les bonnes personnes à écouter quand tu commences le business. Ouais. Enfin, je pars aussi de ce principe-là. En soi, il faut avoir toujours de l'amour et du respect envers ses parents. Mais quand je te donne un exemple, hein. Quand tu veux devenir médecin, tu vas demander à tes parents ou à quelqu'un qui est déjà médecin. Quelqu'un qui est déjà médecin. Mhm. Mm. Mhm. Ok, ok. Et du coup, toi, comment est-ce que, bah, par rapport justement à ton entourage proche, tes amis, peut-être tu avais une copine ou pas avant potentiellement d'arrêter l'école ou même avant le business, comment est-ce que eux ils ont réagi? Est-ce que toi aujourd'hui tu as encore des potes ou pas? Moi j'avais l'image d'un connard. Ok, Je pense que je commence direct comme ça parce que c'est très très vrai. J'ai lâché tout le monde. ok, J'étais un connard. Voilà, j'étais très égoïste, mais je pense d'abord à moi. Je pense que c'est la meilleure chose à faire et je conseillerais à tout le monde de faire ça. Je voyais plus mes potes, ma copine, enfin du coup mon ex, je lui parlais plus, je l'ai quitté. Pourquoi? Parce que je voulais me focus à 100%. C'est tout. ok. Et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Quand on a entre 18 et 25 ans, faut être un égoïste et les relations sociales un peu de côté. Je dis pas qu'il faut se couper à 100% du monde, ce serait con de dire ça, mais du moins passer beaucoup moins de temps avec les gens pour se focus à fond sur son business. Ok. Et là, c'est intéressant pour la transition. Toi, tu parlais du fait que tes skills sociaux t'ont aidé dans le business. Est-ce que Ouais. tu pourrais développer ça? Comment est-ce que justement tu as acquis ces skills sociaux? De quelle manière ils t'ont aidé? Et pourquoi est-ce que tu penses que ça peut vraiment faire la différence? Alors comment j'ai acquis les skills sociaux? C'est simple, j'ai été mentoré par du coup Alexis Chance. Alors il m'a pas appris les skills sociaux à proprement parler, mais il m'a apporté beaucoup à côté du business. Mindset, compétences sociales et business. Et je me suis focus sur une chose après le mentorat, les skills sociaux. Pourquoi? Parce que pour moi, en tout cas, je savais que ça allait beaucoup m'apporter dans la vie, notamment du coup dans le business pour devenir un meilleur closer, pour faire mes vlogs. C'est pour ça que d'ailleurs j'arrive à faire des vlogs sans rien préparer, parce que je parle plutôt bien. Et donc les gens arrivent à m'écouter. Je sais maintenir l'attention des gens, je sais parler correctement, et ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Beaucoup apporté. Et du coup, tu m'as aussi demandé pourquoi les skills sociaux sont très importants dans le business. C'est ça que tu m'as dit? Ouais. Parce que si tu es bon en skills sociaux, tu sauras influencer les gens. Et je passe pour un connard, je sais, parce qu'influencer peut porter à manipulation, peut nous faire penser à ça. Sauf que influencer les gens, c'est plutôt bien. Si tu sais influencer les gens, tu vas vendre ton offre. Bien sûr, il faut le faire avec éthique. Encore une fois. Moi, je pars du principe que si tu peux aider la personne, pourquoi ne pas utiliser des petites techniques comme ça pour bah, justement pour son bien à lui, tu vois. Enfin, on a discuté justement avant le podcast, juste avant, le fait que tout ce que tu entreprends doit avoir un business model et, comment dire, au minimum un break-even financier. Parce que tu peux pas aider les gens comme ça gratuitement et eux de leur côté aussi, ils doivent investir pour avoir déjà premièrement l'investissement émotionnel et ensuite, bah, il n'y a rien qui est gratuit dans la vie, tu vois. L'engagement. Mhm. Et ne serait-ce pas égoïste de ne pas influencer quelqu'un qui a besoin de ton produit. Par exemple, regarde ton appel de vente, tu es coach en basket. J'ai un truc au pif. Hein. La personne en face de toi a un réel potentiel. Tu vois sa technique, tu vois son niveau. Par contre, il lui manque le savoir pour entrer dans une école de basket. Ne serait-ce pas égoïste de lui refuser, de ne pas essayer d'insister, du coup d'influencer la personne à acheter ton produit pour justement rejoindre une école de basket. Mhm. C'est égoïste. Ouais. Comme du coup les compétences sociales, hein, je rejoins ça, les compétences sociales, comme une opportunité pour ton client. Pour moi, c'est ça.
Et si tu es bon en compétences sociales, tu sauras l'influencer pour justement lui vendre ton produit. Ok. Ok, du coup, là, justement, je vais te parler d'un sujet qui, je pense, va faire réagir les gens. Qu'est-ce que tu penses de la mentalité française